Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Catherine Schneider, donc je suis l'adjointe de Jérôme Fronty et je suis arrivée au service de l'action pédagogique au début du mois de juin 2016 et avant je m'occupais plutôt de la formation des personnels de la Bibliothèque nationale de France. Je connais la bibliothèque, en fait je la pratique et j'y travaille depuis l'année 2000, donc je suis très contente en fait de travailler dans ce service de l'action pédagogique parce que je trouve un public qui est extrêmement intéressant, qui est à la fois des élèves, et les élèves, tout à l'heure, Colin Cidre parlait de la petite enfance jusqu'aux étudiants. Donc en fait, nous, on essaye de faire de plus en plus la petite enfance. On travaille aussi beaucoup avec les publics que l'on développe, c'est aussi les élèves en école supérieure, mais c'est aussi les apprentis et les enseignants. Voilà, donc moi j'ai plus particulièrement en charge la formation des enseignants, mais j'interviens aussi auprès des élèves. Et ce que je vais vous présenter là s'adresse aussi bien pour vous, que vous soyez bibliothécaire, enseignant, documentaliste, mais il faut savoir qu'en fait toutes ces ressources, on les présente aussi aux élèves dans le cadre de notre atelier de recherche documentaire ou dans notre atelier de présentation des ressources documentaires. Voilà. Alors, je passe rapidement sur le sommaire. Donc, tout d'abord, je voulais vous parler du site de la BNF.fr. Tout comme les bibliothèques que vous connaissez, vous savez très bien que le portail est quelque chose d'important pour un établissement. Donc, le site de la bibliothèque l'est également pour nous parce qu'en fait, il nous permet de communiquer sur l'ensemble des missions et des activités de la bibliothèque et de valoriser aussi tous les événements qui y sont faits. Vous avez en particulier un volume, un signé qui s'appelle Événements et Culture, qui est extrêmement intéressant pour des personnes qui travaillent loin de Paris, puisque il faut savoir que l'activité, nous sommes au sein de la direction de la diffusion culturelle, donc tout ce qui est exposition, tout ce qui est manifestation se passe dans notre direction, mais on est tout à fait conscient que Paris reste Paris et que la France va bien au-delà. Donc pour cela, en fait, on est depuis longtemps, la bibliothèque met beaucoup d'efforts pour capter tout ce qui s'y passe et donner à voir au monde entier via Internet ce qui s'y passe. Et ce que je voulais vous montrer en particulier, c'était les conférences. Donc nous avons des programmes de conférences, nous avons revoir les conférences et le centre également va revoir les conférences. Et dans revoir les conférences, c'est intéressant parce que vous avez toutes les conférences. Alors là, on a les dernières qui ont été faites, donc enseigner le fait religieux aujourd'hui, puisque c'est ce que vous a présenté tout à l'heure Jérôme Fronty, c'est le fait que nous sommes aussi dans l'événementiel avec la présentation de colloques qui ont en fait avec deux volets, un volet qui est plutôt pour les médiateurs, plutôt pour les professionnels de la médiation, et ensuite un volet colloque grand public qui permet sur le même thème d'élargir le débat. Donc là, on avait enseigné le fait religieux aujourd'hui, qui était plutôt le colloque grand public qui a eu lieu. Alors celui-là, celui du 12 octobre, c'est celui qui était réservé aux médiateurs, et celui du mois de décembre, qui n'est pas encore en ligne, est plutôt sur le grand public. Pour les trouver, vous avez toutes les conférences. Alors vous pouvez les trouver par date, mais surtout, vous pouvez les trouver par thème ou par intervenant éventuellement. Si vous savez que vous êtes vous-même intervenu ou que vous connaissez quelqu'un qui est intervenu, vous pouvez le retrouver. Et sinon, vous avez ici donc par date les grandes présentations avec plusieurs entrées: beaux-arts, histoire, littérature, musique numérique, Oulipo, philosophe, sciences et société. Donc c'est dans société que vous allez retrouver la conférence dont je vous parlais à l'instant. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de savoir que ça parle aussi bien de l'histoire des jeux vidéo, donc avec un pionnier des jeux vidéo français, que des choses sur l'Oulipo, où là on peut voir par exemple le Théâtre ouvert et ses auteurs, Marie-Armelle de Guy, Christiane Coindy et Jérôme Kircher. Il y a aussi des choses sur la gastronomie. Il est très peu probable qu'aucune de ces conférences ne rencontre l'un de vos centres d'intérêt ou l'une de vos préoccupations professionnelles.
Donc malheureusement, ça n'est pas encore catalogué comme ça devrait l'être, mais c'est en cours. Mais ceci dit, c'est vraiment un outil qui peut être pour vous précieux pour récupérer des sources des compléments pédagogiques pour vos actions, ou pour même préparer vos actions d'éducation artistique et culturelle. Alors, ensuite, ce que je voulais vous présenter, je vais peut-être me passer un petit peu du PowerPoint si vous me permettez. Ce que je voulais vous présenter, c'était le site Classe. Alors le site Classe, en fait, c'est le site que vous devez... Est-ce que je peux juste faire un petit sondage? Ceux qui connaissent le site Classe, peuvent-ils lever la main? D'accord, donc c'est plutôt rassurant. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça n'est pas grave. On va le découvrir ensemble. Donc le site Classe, c'est un site, en fait, ça n'est pas le service d'action pédagogique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est pilote sur ce site-là. C'est le service multimédia de la bibliothèque, mais néanmoins on travaille avec eux de façon assez étroite. Et énormément d'informations qui sont sur ce site sont des sites de notre service. Bien évidemment, alors autre chose à savoir, vous avez énormément d'expositions de choses qui sont faites en ligne et qui sont très bien faites, que l'on va voir aussi, que je vais vous présenter au cours de cette présentation. Ces sites sont faits aussi par le service multimédia parce que ce sont des compétences particulières, vous imaginez bien, pour les faire. Mais néanmoins, on travaille avec eux sur la partie pédagogique. Et très souvent, le service de section pédagogique était associé sur la conception pédagogique et on va dire les scénarios pédagogiques qui ont été... sur lesquels tous ces outils ont été créés. Alors, je vais juste faire un petit zoom d'actualité. Nous avons un partenariat avec l'Éducation nationale qui nous a permis en fait de mettre en avant 75 EPUB de Calica pour les enseignants de lettres. Je vais juste ici pour vous dire que je vous encourage fortement à aller voir à partir de classe ces EPUB, puisqu'ils vous permettent du coup d'avoir des documents qui sont validés, qu'on l'estampille Éducation nationale, et qui vous permettent de les récupérer et de travailler avec vos élèves ou vos lecteurs, en sachant que l'intérêt d'un EPUB, c'est pas quand on numérise un document, le document est souvent numérisé, on voit alors dans le cas des imprimés, c'est assez facile de lire. Dans le cas des manuscrits, c'est un petit peu plus compliqué, même si c'est extrêmement valorisant de montrer l'écriture de la personne, de l'auteur. L'intérêt de l'EPUB, c'est que vraiment vous avez toutes les fonctionnalités qui sont liées à l'EPUB. Donc pour tout le monde, c'est extrêmement utile à la fois d'aller rechercher une occurrence d'un mot ou d'une phrase. Je sais que Verlaine a écrit tel vers, je veux le retrouver dans un EPUB, je vais pouvoir le retrouver. Dans un livre physique ou même sur Gallica, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc je vous encourage fortement, c'était juste un point d'actualité que je voulais vous faire avec vous ce matin, et vous dire que l'intérêt de Classe, c'est aussi ça, c'est-à-dire de vous signaler des ressources ciblées, parce qu'on verra dans Gallica, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver ce que l'on cherche. On peut évidemment utiliser le catalogue, et je finirai avec le catalogue, mais malgré tout le site Classe vous permet d'avoir une sélection intéressante. Alors, je reviens sur le site Classe. Vous avez ici et aussi les expositions BNF. Donc je vais juste cliquer dessus. Donc actuellement il y a un zoom sur Pascal, puisque nous avons l'exposition Pascal qui est en cours. Ce qui est intéressant, donc les fameuses expositions qui ont été créées par le service multimédia et auxquelles la conception, le service d'action pédagogique a participé, se rassemblent par des grandes thématiques, donc galerie du livre et de l'écrit. Donc vous voyez sur la droite, les vignettes sont les vignettes qui correspondent à chaque exposition présente. Donc notamment les essentiels de la littérature. Donc là, j'en parle, peut-être y a-t-il des enseignants de français qui sont ici. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Vous allez trouver un certain nombre de choses. Alors, je ne savais pas trop quand vous parlez d'EduTech, mais je vais le faire maintenant. EduTech, en fait, c'est ce qui vous permet, à partir pour les enseignants de votre Numen, d'accéder à des ressources qui vous sont dédiées.
Donc c'est intéressant d'y aller. Et n'hésitez pas à l'utiliser parce qu'on constate quand on fait les formations enseignants, en fait, qu'un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas cet accès. Et du texte, ça n'est pas que des accès au site de la BNF, hein, qu'aux ressources de la BNF, mais c'est aussi des accès aux ressources de la BNF. Donc il faut aller, je vous encourage fortement à aller voir ce site et à utiliser et réutiliser, puisque c'est tout à fait... c'est l'objectif de ces sites, c'est aussi de vous donner des ressources qui soient réutilisables dans la préparation de vos cours ou dans vos ateliers ou dans vos différentes activités pédagogiques ou même lorsque vous allez mettre en place une action de AC avec un artiste. On en parlait tout à l'heure, notamment Mathieu Dufoy. Il faut savoir que l'une de nos collègues a travaillé sur les ressources de la bibliothèque, les ressources numériques de la bibliothèque, pour les lui donner à voir et pour qu'il puisse aussi les réutiliser et travailler là-dessus, sur ce champ-là. Donc ça aussi, c'est intéressant pour nos partenaires de leur montrer nos ressources de façon à ce qu'ils se les approprient et qu'ils puissent aller aussi un petit peu plus loin. Donc ça, c'était pour les expositions. Je reviens un petit peu sur les expositions. Donc on a les galeries du livre et de l'écrit, la galerie des écrivains et des conteurs. Donc là, vous voyez, on retrouve un certain nombre de nos grands auteurs des Lumières, mais on va trouver aussi Casanova, on va trouver Arthur, qui a été vraiment Arthur et Émile Zola, qui ont été pour nous des best-sellers en termes d'exposition, mais aussi qui sont aussi des best-sellers en termes de consultation en ligne. La galerie d'histoire des représentations, donc avec la franc-maçonnerie, qui était une très belle exposition, à mon sens, mais qui a été qui a malheureusement pas très très bien marché. Peut-être que le thème était trop abscon. En tout cas, c'était intéressant. Vous pouvez aussi voir que dans les propositions, il y a aussi des choses aussi diverses et variées. Donc l'Utopie aussi, qui est une exposition qui est assez ancienne maintenant, mais qui a été aussi une très très belle exposition. Vous avez aussi des choses sur la gastronomie, le jeu d'échecs, la mer, donc même le bestiaire. Donc vous voyez, on a vraiment des merveilles qui ont été mises en ligne par la Bibliothèque nationale de France. La Galerie des Arts et de l'Architecture. Alors là, je vais faire un zoom en particulier. Donc je vous montre juste un petit peu les vignettes. Hein. Donc on a Berlioz, le Rouge et le Noir, mai 68 avec une exposition à venir sur le site François Mitterrand. Gustave Doré, donc aussi qui a été le sujet d'une exposition. Et je voulais faire un zoom sur le site Passerelle. Pourquoi le site Passerelle? Parce que le site Passerelle est un site qui a été fait en partenariat avec le BTP, et il a pour objet en fait pour les curieux, mais aussi aujourd'hui, ce matin, c'est ce qui nous intéresse, de donner à voir les ressources de la Bibliothèque nationale à des apprentis du bâtiment. Alors tout d'abord avec évidemment une histoire des constructions que l'on retrouve donc de l'Antiquité alors à terme jusqu'au XXe siècle, mais là on voit qu'on même voir le XXIe siècle, mais en tout cas là on s'arrête pour l'instant au XIXe siècle, avec aussi des métiers. Donc là vous voyez tous les métiers du BTP. Pour l'instant, ce site est vraiment axé sur ces métiers-là, mais on souhaiterait aussi, et on pense qu'on va le développer, pour les métiers de bouche, puisqu'on a des actions pédagogiques avec le CEPROC, donc on aimerait aussi que l'on arrive à mettre en valeur les métiers de bouche à partir de nos ressources. Une promenade, donc je perds rapidement, des glossaires, une carte et une aide. Donc, je voulais juste vous montrer un exemple de métier. Donc là, on a par exemple le charpentier, avec une présentation de ce que c'est que du métier de charpentier, avec tout autour aussi bien des images, des photos contemporaines de ce métier, de mise en action de ce métier, mais aussi des documents patrimoniaux où on voit effectivement que ces métiers ont une histoire, et on peut avoir aussi une vision un peu historique de leur évolution, hein, parce que voilà. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer sur Passerelle,
Donc on est sur des documents patrimoniaux. Je voulais juste vous mettre en avant le fait qu'on avait par exemple le théâtre de la Crosse et la figure du pont de Roboc dans la relation à l'entrée d'Henri II à Rouen. Voilà, c'était juste un clin d'œil à vous montrer, ainsi qu'un autre document patrimonial important, les traités du Cateau Cambrésis pour faire la paix avec l'Italie et l'Angleterre de façon par Henri II, de façon à effectivement un peu consolider le royaume et ne pas se perdre dans les fameuses guerres de religion. Donc on voit aussi que ces problématiques-là ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà, que la religion a toujours été un sujet important d'échange, mais aussi de confrontation, de vision du monde. On en était les arts et les architectures, la galerie de la photographie. Alors là, c'est vraiment une farandole de documents qui sont utilisables et réutilisables à l'envi sur un certain nombre de thématiques qui sont souvent en lien avec des expositions, l'agence France Presse, les trésors photographiques. Et puis, quelque chose aussi d'important, c'est la galerie des cartes et globes. Vous savez qu'il y a, vous savez, Jérôme en tout cas vous l'a rappelé, qu'il y avait un département des cartes et plans qui est sur le site de Richelieu, qui est un très, très, très beau département, enfin là qui a fermé pour les travaux, mais qui en réalité est une mine d'or et qui permet à la bibliothèque de proposer des expositions remarquables. Et nous-mêmes, ces actions pédagogiques, on travaille sur ces supports et on essaie vraiment de mettre en avant auprès des élèves et auprès des enseignants ces trésors en termes d'action pédagogique. Et évidemment, puisque ça nous permet de travailler aussi sur la représentation du monde au cours des âges. Donc voilà pour la partie. Alors excusez-moi, je vais revenir à classe. Voilà, classe. Alors pour la partie exposition. Aussi, vous parlez de enfant.bnf.fr. Enfant.bnf.fr, je pense que pour les bibliothécaires qui sont dans la salle, ça n'est pas une découverte. C'est un site qui est ancien, qui est en mode flash, donc une technologie qui aujourd'hui est de moins en moins utilisée par les webmestres, mais malgré tout reste quand même un très bel objet, en tout cas un très beau site à utiliser, notamment avec des jeunes enfants qui partent sur les documents du patrimoine. Bon, je suis désolée, j'aurais peut-être dû couper le son. Voilà, j'ai coupé le son. Voilà, et qui permet en fait à la fois de présenter quand même des vrais trésors. Je vais beaucoup parler de trésors, mais parce que très honnêtement, moi je ne suis pas bibliothécaire, mais je vous avoue que en travaillant à la Bibliothèque nationale de France, vraiment tous les agents ont une conscience d'être vraiment dans un lieu. Alors c'est notre lieu à tous, hein, c'est pas le lieu des agents de la Bibliothèque nationale de France, on est bien d'accord, c'est bien notre lieu à tous. Et l'objet aussi de toutes ces ressources en ligne, c'est de donner à voir au monde entier, et en particulier aux Français en premier lieu, de leur donner à voir tous ces trésors. Et donc il y a un travail de numérisation des trésors et de toutes les collections, de tous les types de documents, de façon à ce qu'effectivement on sache, qu'on les connaisse, qu'on les fasse reconnaître. Donc ça, pour moi, ça fait aussi partie de l'EAC, que de donner à voir notre patrimoine, d'expliquer aux enfants, d'expliquer aux élèves que c'est important qu'ils s'approprient ces ressources. Un exemple, cette semaine, j'ai fait une présentation de ressources pour des apprentis, pour des élèves qui étaient en classe de terminale mais lycée technique, et qui travaillaient plutôt sur la soudure, des choses comme ça. Et le fait de leur montrer à la fois les ressources de la bibliothèque,
Ça a été une découverte, mais aussi de leur montrer des documents patrimoniaux, c'était important. Et les retours des enseignants, et je vous le dis parce que je pense que souvent on le néglige, c'était de dire mais c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas l'habitude que on leur parle à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on leur explique qu'effectivement le patrimoine c'est pour eux, que ça leur est accessible et qu'il faut qu'ils s'y intéressent et que ça n'est pas du tout réservé à une élite. Donc c'est aussi, je pense, dans cette voie-là que nous travaillons tous, c'est effectivement de valoriser aussi les individus de façon à faire un peu avancer l'éducation artistique et culturelle. Donc voilà, bon, la Bibliothèque nationale, la bibliothèque, cette bibliothèque-là va laisser la place dans quelque temps à la bibliothèque numérique des enfants, mais l'esprit est le même, c'est-à-dire de donner à voir des documents patrimoniaux des collections donc de la littérature pour enfants et de proposer aussi de la même façon qu'il y a sur ce site des petites animations et des activités pédagogiques puisque Colin Cidre le disait bien tout à l'heure, il ne suffit pas en fait de faire une information descendante sur ce que nous avons en termes de patrimoine ou en termes de connaissances, mais c'est de faire pratiquer les élèves, vraiment les faire pratiquer les élèves ou les enfants, si on est dans un cadre de périscolaire, de les faire travailler, de les faire pratiquer de façon à ce qu'effectivement il y ait aussi une prise de conscience sur une meilleure appropriation de ces ressources. Alors, je voulais aussi vous montrer le livre augmenté Candide, donc Candide ou l'optimisme de Voltaire. Alors là, excusez-moi, je vais plutôt faire un zoom à ce niveau-là. Pourquoi Candide ou l'optimisme? Parce que l'intérêt de ce site, c'est à la fois donc ce site enrichi qui a été fait, vous imaginez, avec des moyens considérables, des moyens financiers. C'est aussi l'intérêt de la BNF, c'est qu'elle a des moyens que les petites bibliothèques ne peuvent pas forcément avoir. On a eu un partenariat avec Orange qui a donc contribué à la création de ce site qui nous permet en fait à la fois de donner aux élèves à voir le livre en entier, mais de le lire avec aussi l'écriture de Voltaire. Et ça, c'est aussi intéressant, je pense, dans la démarche pédagogique, de montrer que l'écriture de Voltaire, de Casanova sont des très belles écritures et qu'on peut les lire aujourd'hui encore, qu'on peut les découvrir. Moi, j'étais très frappée dans l'exposition de Casanova de pouvoir me rendre compte que j'arrivais à lire. J'avais lu les mémoires de Casanova, mais de lire son écriture, j'en étais capable. Donc ça aussi, je pense que pour des élèves, c'est important de voir que finalement des gens qui sont rentrés dans le patrimoine, enfin dans l'histoire littéraire française, sont aussi des hommes et des femmes qui nous parlent, qui peuvent être vraiment, qui peuvent partager avec nous, qui nous transmettent des choses, mais avec lesquelles aussi nous partageons un certain nombre d'émotions. Donc il y a aussi ce qui est intéressant pour des enseignants de savoir qu'il y a une représentation, donc le monde avec donc le voyage de Candide. La géolocalisation, c'est très intéressant par rapport à ça, puisque ça permet aussi de faire une représentation du monde et aussi du voyage. Donc tous ces outils sont extrêmement pratiques. Évidemment, là, ça a été fait manuellement. Hein. C'est pas des métadonnées qui nous ont permis de faire cette carte. Et puis ensuite, vous avez d'autres activités particulières, par exemple sur le jardin, où on peut voir des choses sur. On peut faire travailler les élèves sur des cartes heuristiques, puisque les cartes heuristiques, je ne sais pas si certains d'entre vous les utilisent, mais c'est aussi des outils extrêmement précieux avec les enfants pour aborder un sujet, et même les élèves. Hein, d'ailleurs, je parle des enfants, mais je devrais parler des élèves. Donc voilà pour Passerelle. Alors, le site classe, donc pour les enfants, je vous montre juste là notre programme pour l'actuelle saison, donc 2016-2017. Donc c'est aussi ce document-là que l'on transmet aux différents
différentes écoles et différentes institutions avec lesquelles on travaille. Voilà. Alors, maintenant, j'arrive sur Gallica. Alors, la bibliothèque numérique de Gallica. Donc, je voulais mettre en valeur le fait que, comme effectivement les documents patrimoniaux ne sont pas communicables, souvent on ne peut pas les utiliser avec les élèves parce que, évidemment, on ne peut pas conserver à la fois des documents pour l'éternité et à la fois les faire manipuler tous les jours par 20 ou 25 personnes. Donc la numérisation, merci à elle, nous permet de montrer tous ces documents et de les donner à voir à distance. Aujourd'hui, Gallica, en chiffres, je ne vous donne pas les chiffres. Par contre, ce que je voulais vous montrer avec ces gouttes d'eau qui est intéressant, c'est de vous montrer la variété des documents numérisés. Donc les numéros de presse et revues, les cartes, les images, les vidéos, donc notamment les vidéos. Vous avez des vidéos éducatives qui sont extrêmement intéressantes avec des partenaires, avec notamment avec Canopé qui a mis en place tout ce qu'est la télévision, l'ancienne télévision éducative. Alors je suis désolée, moi je n'ai pas connu cette télévision-là, mais en tout cas quand on voit les vidéos, on voit l'intérêt de cette télévision éducative. Les manuscrits évidemment. Les objets, alors les objets, notamment, ça peut être aussi les monnaies. Donc monnaies et médailles, avant la fermeture du département monnaies, médailles et antiques, il y a eu, comme le conservateur, en tout cas les personnes qui travaillaient dans ce département étaient tout à fait conscients de la difficulté pour des chercheurs de continuer à travailler sur les monnaies au moment de la fermeture de ce département. Il y a eu tout un travail de numérisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 354 000 objets qui sont numérisés, mais en fait, beaucoup sont des monnaies et médailles. Il n'y a pas que ça, mais il y en a énormément. Les enregistrements sonores, donc je vais vous en parler un petit peu, les partitions. Donc en fait, vous voyez que la variété des documents numérisés est extrêmement variée. Évidemment, je vous épargne le couplet sur le dépôt légal qui va évidemment des manuscrits depuis 1537 jusqu'aux jeux vidéo aujourd'hui. Il faut savoir que les jeux vidéo rentrent dans le dépôt légal de la bibliothèque. Donc tous ces documents sont là, mais là c'est vraiment ça, ce sont des documents qui sont mis en ligne. Alors, comment Gallica en fait ne va pas vous donner à voir uniquement des documents numérisés du fond de la bibliothèque. Il peut aussi vous donner à voir des documents numérisés au niveau des pôles associés. Ou alors vous donnez à voir des documents qui ont été numérisés. Alors, donc, il y a deux choses. Il y a soit effectivement c'est la bibliothèque qui numérise les documents des bibliothèques. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous ont eu cette expérience de documents de vos fonds qui sont partis sur des marchés de numérisation de la BNF? Oui, d'accord. Vous pouvez nous faire un retour rapidement sur ce qui a été fait ou... C'était il y a longtemps. Quel est le fonds qui a été... Vous en avez du détail ou pas du tout? Oui. Parce que c'est important aussi de savoir que ce n'est pas que la BNF qui le fait. Oui, bonjour. Donc, à la Bibliothèque patrimoniale Jacques Villon de Rouen, en effet, on est en partenariat pour des marchés de numérisation qui passent par Bussy-Saint-Georges. Donc, on a fait pour l'instant simplement une phase test sur 2 publications en série de documentaires normands, donc qui sont actuellement en effet diffusés sur Gallica. Puis on va continuer avec la numérisation d'autres documents, publications en série comme l'Annuaire de Rouen. On est sur une phase en plusieurs années et pour l'instant, voilà, on n'a pas beaucoup de pages, mais on en a quand même à peu près 5000 diffusées sur Gallica et puis ça va continuer. Bravo, c'est une très belle initiative. Et donc, c'est pour ça aussi que sur Gallica, il faut savoir que vous n'allez pas forcément voir le logo BNF. Vous allez pouvoir voir effectivement les Rouen qui va apparaître. Vous allez avoir le CNRS, vous allez avoir un certain nombre de choses. Donc là, on est dans la numérisation de documents des bibliothèques, mais il peut y avoir aussi des bibliothèques qui numérisent leurs propres documents et qui font en sorte que les métadonnées qu'elles mettent en ligne soient récupérables via le protocole
PMH, qu'elle soit identifiable par le robot de Gallica, de façon à ce que le moteur de recherche signale aussi ces ressources-là. Donc, vous dire que Gallica, c'est pas que le fond de la bibliothèque, c'est vraiment la bibliothèque numérique pour francophones vraiment importante. Donc là, il y a un petit schéma sur un certain nombre de choses. Donc les collections des bibliothèques partenaires, et puis il y a les documents sous droit. Alors les documents sous droit, il faut savoir qu'évidemment la numérisation ne s'arrête pas aux documents qui sont tombés dans le domaine public. L'expression n'est pas très belle, mais ce sont aussi des documents qui sont sous droit, qui sont numérisés et qui sont accessibles aux chercheurs dans notre Gallica, ce qu'on appelle un Gallica intramuros, c'est-à-dire au niveau du rez-de-jardin du site François Mitterrand, ou même sur le site Richelieu, j'imagine qu'ils auront accès à Gallica intramuros. Donc ça n'est pas que l'effort de numérisation est aussi aujourd'hui sur ces documents. Et puis évidemment, là on ne parle pas, mais il y a évidemment tous les documents nés numériques qui sont accessibles. Et les documents nés numériques, vous avez aussi des documents, donc un certain nombre de documents qui sont donc les revues sous droit, les revues des sociétés savantes, les sciences humaines, sociales, en accès libre et gratuit. Alors accès libre et gratuit, en réalité, c'est oui et non, c'est-à-dire c'est en accès libre et gratuit sous réserve d'être dans l'emprise de la bibliothèque. Et puis il y a aussi des sélections d'éditeurs, des accès sous conditions via les e-distributeurs. Donc là, il faut savoir que la bibliothèque qui donne accès en fait à des documents qui sont par exemple des documents économiques ou à des marchés, des études de marché dont vous savez peut-être pas, mais en fait ce sont souvent des documents qui sont extrêmement recherchés parce que très chers. En fait, vous pouvez y accéder à la Bibliothèque nationale de France. Donc ça aussi, savoir que nos collègues du département de droit économie politique les collectent, mais on a aussi accès à des données sensibles économiques qui sont accessibles via des e-distributeurs. Et pour le coup, malheureusement, nous ne collectons pas de façon pérenne ces informations-là. On donne accès à cela. Alors, maintenant, nous allons aller sur Gallica. Dès que je vais retrouver. Il est là. Je le retrouve. Voilà. Donc, Gallica. Alors, je voulais vous montrer plusieurs choses. Alors, tout d'abord, tout à l'heure, je vous ai montré dans classe les 75 EPUB qui ont été validés qui ont l'estampille de l'éducation nationale en termes de pertinence par rapport à une action éducative. Maintenant, si je regarde tous les EPUB accessibles, vous voyez ici, en faisant le petit plus, j'ai accès à un certain nombre de champs de recherche. Et si je fais EPUB accessible, lancer la recherche, vous allez voir que j'en ai un certain nombre. Voilà, donc j'en trouve 1229. Donc j'ai 82 pages d'EPUB. Vous voyez que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc c'était aussi pour ça que je vous incitais fortement à aller sur classe, c'est parce qu'il peut y avoir du coup vraiment un filtre, une sélection qui est intéressante à utiliser à ce niveau-là. Alors, Gallica, autre chose, je voulais vous montrer, vous avez aussi une entrée par collection. L'entrée par collection, vous avez une entrée par aire géographique, donc on va aller un petit peu, je m'intéresse plus à vous aujourd'hui qu'à toute autre chose. Gallica est un outil important. Moi, je me suis rendu compte en rentrant dans ce service qu'en fait, tous mes collègues médiateurs se servent de Gallica en permanence. Tous les jours, ils vont sur Gallica, que ce soit pour illustrer l'un de leurs ateliers, que ce soit pour faire une recherche plus approfondie sur un sujet. Donc vraiment, c'est leur outil de travail. Je dirais que c'est même leur premier outil de travail, presque plus que la messagerie pour certains d'entre eux.
Donc vraiment, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Normandie. Donc là, vous voyez, on a alors tout à l'heure, le président nous indiquait qu'il y avait effectivement un travail de fusion et c'était assez chronophage pour les équipes. Donc ça, on l'a rencontré partout où nous sommes déjà déplacés. Donc vous avez déjà une entrée Normandie où on revoit donc les différents départements qui sont présents. Donc je vais aller en Seine-Maritime. Je vais rechercher quelque chose sur Rouen. Et là, je vais avoir une entrée en me montrant en fait par type de document. Donc je vais avoir la carte, la presse, les publications officielles et les revues savantes. Donc je vais aller sur les cartes. Voilà. Et là, vous voyez que l'on va avoir un certain nombre de toutes les cartes de Dieppe, les cartes du Havre et les cartes de Rouen. Donc là, j'ai accès à un certain nombre de documents. Je clique dessus. Je peux l'avoir un peu plus en grand et je vais pouvoir travailler. Et ça, c'est intéressant pour des chercheurs. C'est souvent les retours que l'on a. C'est qu'en fait, sans dénaturer le document, je peux faire des zooms qui vont me donner des niveaux de détails qui sont extrêmement intéressants à travailler. Donc ça aussi, en termes de lecture d'image, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à utiliser. Au-delà de l'illustration et au-delà d'un propos, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, notamment dans les ateliers presse, c'est des choses aussi qui sont mises en valeur. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je vais revenir sur mes résultats. Je vais revenir sur l'accueil. Donc vous voyez, j'ai un fil d'Ariane qui me permet aussi de me retrouver dans ma navigation, si elle veut bien. Bon. Si je repars comme ça, voilà. Bon, ça va arriver. Très bien. Alors, l'autre chose, en fait, je fais une recherche. Donc je voulais d'abord vous continuer à explorer avec vous les collections. Donc, on était ici sur les cartes autour de Rouen. Donc, vous voyez aussi là, il y en a une en couleur qui est vraiment magnifique. Le plan de l'abbaye royale de Saint-Ouen de Rouen, qui est vraiment une splendeur, mais ça n'est pas la seule. J'avoue que j'ai pas regardé d'ailleurs s'il y avait des documents vraiment qui avaient non pas l'estampille BNF, mais l'estampille d'une bibliothèque, de la bibliothèque patrimoniale de Rouen. J'ai pas eu malheureusement le temps de regarder. Bon, je vais repartir là. On a il me tourne un petit peu en rond. Voilà. Donc je reprends mon département de Seine-Maritime, pardon. Je reprends. Alors, donc on a vu les cartes. Donc les cartes, ça peut être aussi intéressant sur les représentations du monde, mais ça on l'a déjà vu. La presse. Donc la presse, ça c'est aussi intéressant parce que ça permet de travailler. Vous voyez, là aussi on a l'écho de Rouen illustré, mais sans doute aussi. Je pense que sans doute aussi, là, on va trouver des documents qui ont été numérisés grâce à vous, enfin grâce à vos fonds. Enfin, en tout cas, j'espère. À terme, on doit trouver des choses. Donc, je vais prendre par exemple l'écho de Rouen illustré. Alors, j'avais pris un autre exemple, mais c'est pas très grave. On va aller sur celui-là. Là, je retrouve les années disponibles. Alors, les années disponibles, vous voyez marqué, donc 1887-1909, le nombre de numéros qui sont accessibles. Bon, 1903, il n'y en avait pas. En général, je prends plutôt le début du siècle, donc on va prendre 1900, du 20e. Et ici, je trouve un calendrier qui me donne en fait les jours pour lesquels le numéro a été numérisé et est accessible. Donc si je prends par exemple le 13 mai 1900, voilà, je trouve l'écho de Rouen. Si je veux voir la structure du document, j'ai un affichage en mode mosaïque qui me permet de voir qu'effectivement c'est un document de 4 pages, mais ça me permet aussi toujours en termes d'éveil critique, sur la partie éveil critique,
de voir qu'il y a des choses autour de la... Il y a déjà, en fait, en 1900, on est déjà sur de la publicité, il y a déjà de la publicité. Donc, c'est aussi intéressant de montrer ça aux élèves. Et en général, ils ont des réactions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ils disent « Ah bon, mais ça existait déjà, mais comment ça se fait que... » Voilà. Donc, c'est aussi une façon de déjouer un certain nombre d'a priori que l'on peut avoir. C'est aussi intéressant pour les travaux qu'ils peuvent avoir sur l'histoire d'un lieu, notamment par rapport à tout ce qui est... là, je ne sais pas si on l'a sur celui-là, mais on l'a vu sur d'autres journaux régionaux, le fait qu'il y ait tout ce qui est tout ce qui est état civil, en fait, les naissances, les naissances du jour, les décès et un certain nombre d'informations. Donc voilà pour la partie périodique. Alors, oui, il veut toujours, je ne sais pas pourquoi il a gardé en mémoire ma recherche sur les cartes. Bon, je ne sais pas. Alors, Normandie. Donc on revient en Normandie. Je continue toujours mon périple ici en Seine-Maritime. Et je vais trouver aussi des publications officielles. Donc ça, tout à l'heure, on parlait aussi de l'intérêt des archives pour le travail pédagogique. Donc là, on voit un certain nombre de choses. Donc je ne vais pas vous y amener parce qu'on est presque à la limite de l'intervention. Mais en tout cas, il y a vraiment des trésors que l'on n'imagine pas. Alors, par exemple, il y a les publications de la direction régionale de l'INSEE. Donc, vous allez trouver aussi en termes d'habitants. Donc, si on fait un travail aussi sur un lieu, c'est toujours intéressant d'aller voir aussi la population qui était associée à une époque donnée ici. Il y avait aussi quelque chose sur les rapports du service sanitaire et des épizooties. C'est là aussi qu'on se rend compte que finalement, les grippes aviaires, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un certain nombre de... J'étais tombée il y a quelque temps sur un rapport qui indiquait effectivement qu'il y avait eu un problème avec une maladie chez les animaux et qu'il avait fallu les abattre. Donc on voit bien que ce n'est pas une préoccupation d'aujourd'hui. Voilà pour Gallica. Alors, autre chose, je fais des recherches dans Gallica, mais si ça devient mon outil de travail, ce que je vous souhaite à tous, je peux aussi faire en sorte que Gallica conserve mes recherches, mais je peux aussi faire en sorte que Gallica me permettent, donc, oui, excusez-moi avant, je voulais juste vous montrer les filtres. Vous avez sur la partie gauche à chaque fois un certain nombre d'informations. Donc, un certain nombre de filtres. Donc, l'auteur, je repars, la date d'édition, le thème, la version, la langue, le mode texte, le type d'accès. Donc, voilà, mode texte. Ça fait très radiophonique cette sonnerie. Hein. Voilà. Date d'édition. Bon, j'ai un certain nombre de filtres. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. En revanche, ce sur quoi je voulais m'attarder, c'était sur exporter. Je peux faire un rapport de recherche, comme dans le catalogue. Je peux aller récupérer tous les documents avec les notices correspondant aux documents que j'ai pris. Je peux aussi m'abonner au flux RSS. Donc là, je vais faire, par exemple, un flux RSS sur Rouen, mais je peux faire un flux RSS sur une thématique particulière. Donc ça, pour faire un travail de fond sur un sujet, c'est extrêmement pertinent. Et puis le troisième que vous avez tout simplement sauvegarder la recherche. Je sauvegarde ma recherche de Rouen à ce jour-là. Parce que peut-être que dans 4 jours, je me rendrai compte qu'il y a de nouveaux documents qui sont arrivés. Donc voilà, ça c'était pour Gallica. Je voulais vous montrer aussi une dernière chose sur un document Gallica, c'est que forcément les documents Gallica, ils ont une notice. Cette notice apparaît ici, où on a à la fois des informations qui sont des métadonnées sur le document, donc le titre, l'auteur, la date d'édition, mais aussi des données sur l'objet numérisé lui-même. Donc ça aussi, c'est important de
de le savoir. Et puis, vous avez surtout quelque chose qui vous permet de retrouver en permanence votre document, c'est l'identifiant ARC. C'est l'identifiant unique. Et ça, c'est extrêmement précieux quand on travaille avec ce type de document dans des ateliers, parce que ça nous permet d'être sûr et certain qu'on va toujours retomber sur ce document. On clique sur le lien et on va pouvoir le retrouver. Donc voilà pour la notice, pour le lien ARC. Évidemment, tous les documents qui sont dans Gallica sont catalogués. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de documents qui ont dû d'ailleurs être, dont les notices ont dû être enrichies pour pouvoir être numérisés et intégrés dans Gallica. Et tous ces documents, évidemment, se retrouvent dans le catalogue général. Je finis juste avec le catalogue général. Tant pis, on n'aura pas été voir data, mais c'est pas très grave. Parce que le catalogue général me permet vraiment de faire une recherche qui me permette, il y a des rebonds en permanence. Et en fait, s'il y a une clé d'entrée pour rechercher un document dans Gallica, ça peut être aussi le catalogue de la BNF, parce que forcément la notice est présente. Donc, et il y aura un rebond qui me sera proposé. Donc si je regarde par exemple... alors attendez, j'ai pris Rouen, mais oui, j'ai pris Rouen. Donc je vais prendre le sujet Rouen. Nature du document, document cartographique. Voilà, je vais voir un certain nombre de choses. Je vois donc où sont les lieux, mais c'est pas tellement ça qui vous intéresse. Les échelles, les cartes, le corpus EPI. Alors normalement, il faudrait que je trouve un document. Voilà, celui-là. Consultable, document cartographique, consultable sur Gallica. Voilà, je le vois là. Et j'ai sur ma droite le fait que je peux le consulter en ligne. Et j'ai un rebond qui m'amène sur le site Gallica. Voilà. Donc vraiment, le catalogue reste quand même la porte d'entrée pour la recherche de documents dans le fond, le fond le Fonds Bibliothèque nationale de France. Voilà. Il y a juste, je voulais aussi faire quand même un clin d'œil au Centre national de la littérature pour la jeunesse, l'ex-Joie par les livres, qui est encore beaucoup apprécié, je crois, de beaucoup d'entre vous en termes de bibliothécaires, parce que c'est vraiment un suivi très au plus près de la littérature pour la jeunesse. Donc je voulais juste aussi vous rappeler l'existence de ce site. Et puis finir par, en termes de pédagogie, par un site qui s'appelle Data. Donc voilà, j'y suis. Data.bnf.fr, en fait, c'est ce qui permet, c'est le pivot documentaire qui permet en fait de récupérer toutes les métadonnées des notices et des documents qui sont mis en ligne, quel que soit l'outil, que vous avez vu, que ce soit sur Class, que ce soit sur bnf.fr, que ce soit des documents qui soient accessibles en soi dans les expositions, que ce soit des documents qui soient accessibles sur Gallica. Tous ces documents ont forcément des métadonnées, sauf que ces métadonnées, elles sont mal moissonnées par les catalogues, par les moteurs de recherche de type Google. Et du coup, c'était une vraie difficulté pour nous, enfin en tout cas pour nous, je dirais, du secteur éducatif ou même de la formation professionnelle pour adultes, de se rendre compte qu'on ne trouvait pas les ressources. On savait qu'elles existaient, mais on ne les trouvait pas. Donc en fait, c'est un peu une astuce de data.bnf.fr de vraiment collecter toutes les données de façon à pouvoir donner à pouvoir mettre en avant des documents qui sont en lien avec un sujet et de pouvoir le présenter de cette façon-là, avec les auteurs, les organisations, les œuvres, les thèmes, les lieux, les spectacles, les périodiques. Et j'avoue que pour défricher un thème, c'est extrêmement précieux, parce qu'on peut trouver un certain nombre de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc là, vous voyez, par exemple, sur les périodiques, on trouve beaucoup de choses sur Rouen. Voilà. Je terminais ma présentation. Oui, voilà, je voulais aussi vous montrer la variété
des documents que l'on a sur Gallica, avec notamment, là vous voyez, ce sont des étoffes qui ont été numérisées. Les archives de la parole, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais les archives de la parole, donc c'était un projet de numériser, d'enregistrer les dialectes des différentes provinces de France. Ça a été mis sous cloche, c'était à la bibliothèque Garnier que ça avait été stocké. Ça a été rouvert il y a quelques années. Alors Jérôme pourrait me dire l'année, je ne me souviens plus, mais en tout cas ça a été un très bel événement où on a réouvert ces cloches. On ne savait pas trop dans quel état on allait retrouver ces micro-sillons, et les micro-sillons ont été numérisés, donc on peut entendre aujourd'hui les dialectes de Rouen. Alors j'avoue que pour la Normandie, le son est pas bon du tout. C'est très difficile de comprendre ce qui est dit. Enfin, c'est pas tellement le dialecte qui pose problème, c'est la qualité de l'enregistrement sonore. Donc là aussi, on voit l'importance de la technique. Et puis les médailles dont je vous parlais. Et là, on a une photo du fond Roll, qui est un fond important pour Gallica, puisque c'était des plaques de verre en fait, c'était une collection de photos journalistiques qui a été récupérée par la Bibliothèque nationale et numérisée de façon à être mise sur Gallica. Voilà. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?